Bonjour, bonjour à tous et toutes. Merci d'être présent dans ce webinaire de Crossroads France Wallonie-Flandre. Moi, je m'appelle Wouter et je travaille pour POM West-Vlaanderen qui est chef de file pour ce projet. Je vais juste brièvement introduire le webinaire et après les partenaires du Hauts-de-France, Grand Est et Wallonie vont prendre la parole pour vous introduire au projet Crossroads et les projets PME. Juste quelques mots pratiques. L'idée, c'est qu'on va présenter toutes les caractéristiques du projet et des projets PME. Et si vous avez des questions, tu peux les poser dans les questions et réponses. Il y a un bouton au bout de votre écran que tu peux utiliser. Après, on va vous répondre aux questions à la fin de la présentation. Cette présentation, est le contenu de cette présentation est de 7 différentes parties. La première, c'est l'introduction et après, on a les modalités du projet et des appels à projets, la candidature au projet et le suivant. Après, on va brièvement parler de sélection et du déroulement des projets. Et après, on va finir avec les personnes de contact que tu peux contacter pour vous aider avec la construction de votre projet. Et après, on a les questions et réponses. Voilà, ça c'est ma partie. Je donne les paroles au prestataire de Grand Est. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Stéphanie Toussaint du territoire de la région Grand Est, plus précisément de l'agence Grand I9 Plus, pour les départements notamment de la Marne et des Ardennes. Et je poursuis donc la présentation du programme et du projet. Alors, donc Crossroads, donc est un projet qui émane en fait du programme de coopération Interreg France Wallonie-Flandre, plus précisément en lien avec l'objectif 1.3 qui est celui de renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME. Et donc l'objectif, c'est vraiment de renforcer la coopération entre les territoires de cette zone transfrontalière et notamment par une meilleure connaissance et collaboration entre les écosystèmes. On est vraiment sur une typologie de projet d'innovation entre PME de ce territoire concerné. L'objectif, c'est de répondre notamment aux défis sociétaux qui se trouvent ci-dessous, donc notamment l'économie circulaire, la durabilité avec les matières premières, l'énergie, l'eau, les soins et la santé, la digitalisation et l'industrie. Et elle doit répondre également aux objectifs des S3 de chaque territoire. Alors les S3, ce sont des stratégies de spécialisation intelligente qui ont été établies par la Commission européenne pour que chaque territoire élabore leur stratégie basée sur la recherche et l'innovation et qui permettent en fait à chaque territoire de présenter, on va dire, leur avantage concurrentiel. Alors Crossroads, c'est un gros projet avec une très grosse envergure en termes de budget. On est sur un projet de plus de 15 millions d'euros. Porté par un cofinancement, donc par le FEDER avec la Commission européenne et également un cofinancement des territoires, des régions concernées. On est sur un projet de long terme, hein, puisque le projet a démarré en 2024 et il va se clôturer en 2029. Nous sommes 6 partenaires, hein, donc nous sommes tous réunis ce matin, dont la région Hauts-de-France et Grand I9 Plus pour le territoire français. Et pour le territoire belge, nous avons à la fois des partenaires wallons et flamands, donc avec POM Ouest Flandre et POM Est Flandre. Ensuite, l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat VIAO et Wallonie Entreprendre. Donc, nous sommes tous des acteurs hein, qui travaillent pour le développement économique, l'innovation et surtout l'accompagnement des projets d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Alors, concernant en fait le territoire de cette zone, hein, puisque j'en parle depuis le début,
Alors globalement, nous avons donc différents territoires entre la France et la Belgique. Plus précisément, en tout cas sur ce programme de coopération Interreg, France Wallonie-Flandre. Sur la Flandre, nous avons, la Flandre orientale, une partie de la Flandre occidentale, donc ce qui est représenté par la carte. Et au niveau de la Wallonie, on a les territoires du Luxembourg, du Hainaut et de Namur. Sur la France, on a l'intégralité de la région de France et une partie de la région Grand Est qui concerne les départements de la Marne et des Ardennes. Alors, comme je l'ai dit au début, on est sur une spécificité de projet, de typologie de projet, puisque l'objectif, c'est vraiment de développer des projets d'innovation sur cette zone entre entreprises, notamment uniquement entre PME. Donc, c'est-à-dire entre PME de chaque pays et plus précisément de chaque territoire concerné. Donc, ce sont à minima des projets d'innovation financés inter-PME, à minima 2 PME, donc une de chaque versant. Et ce qu'on entend par PME, eh bien, ça doit répondre en tout cas à la définition de la Commission européenne, de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui ne doit pas excéder plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires maximum de 50 millions d'euros ou un bilan qui doit être de maximum de 43 millions d'euros. Bien évidemment, l'entreprise ne doit pas prétendre à être en difficulté, c'est-à-dire qu'elle doit à minima porter un capital propre de 50% du capital émis. Et ce qu'on entend par les structures en sous-traitance, donc les grandes entreprises, des institutions de la connaissance ou des associations, ne pourront prétendre au financement, mais peuvent contribuer évidemment dans le projet. Je tiens aussi à ajouter, par exemple, qu'une entreprise qui serait hors du territoire pourrait également participer au projet, mais elle ne pourrait prétendre directement à du financement. Pour Alors, ma part, vas-y. on a parlé de projets innovants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par projet innovant? Alors, le projet d'innovation doit correspondre à une certaine maturité de projet. Donc, plus précisément avec ce qu'on entend par la grille TRL, Technology Readiness Level, qui se situe entre 5 et 8. C'est-à-dire que le projet doit à minima partir d'un prototype, plus précisément de développer un produit, un service ou un procédé, de le développer au stade expérimental, mais en conditions réelles, jusqu'à de la mise sur le marché, de la commercialisation. Donc, c'est ce type de projet innovant que l'on va pouvoir financer. C'est-à-dire que soit les entreprises, les PME mettent en commun leur expertise et leurs compétences pour mettre au point une nouvelle innovation, ou alors les partenaires partent d'une technologie, d'un produit ou d'un service existant dans un contexte donné et l'adaptent ensemble de manière radicale et approfondie à un nouvel environnement. Mais je tiens aussi à préciser que le projet doit aussi se concentrer sur la commercialisation et donc la valorisation des innovations, et non axé sur de la recherche fondamentale. Et enfin, le projet a une durée maximale de 2 ans. Je laisse la main à mon collègue Benjamin. Merci. Donc, continuons à décrire les projets qui seront éligibles à cet appel à projet et intéressons-nous donc au partenariat. Il faut en fait que les projets qui soient présentés soient économiquement et financièrement intéressants pour les différents participants. Il va falloir aussi que les partenaires contribuent de manière égale au projet, qu'il s'agisse donc d'un partenariat, d'un partage de l'investissement dans le projet. Il faudra lors du dépôt du projet, qu'il y ait une des entreprises qui soit indiquée comme demandeur principal. C'est-à-dire que cette entreprise sera responsable de l'envoi des différents rapports financiers dans les temps, dans les délais impartis, euh, et qu'elle soit du coup le contact principal des chargés de projet qui seront responsables du suivi des projets. En ce qui concerne les caractéristiques du soutien financier,
le programme Crossroad va sélectionner des projets dont le budget maximal est de 500 000 €. C'est-à-dire que le FEDER ne pourra intervenir qu'à hauteur de 250 000 € maximum, autrement dit à 50% de ce montant maximal de projet. Le reste étant à charge des PME sur fonds propres. Il est possible, différents partenariats sont éligibles à cet appel à projet. Ça peut être des partenariats simples de 2 PME, mais vous pouvez également être 3 ou 4 PME, tant que vous respectez certains critères, certains seuils d'éligibilité. Il faudra notamment que chaque PME participe à hauteur d'au moins 30% au projet, et que la participation par pays soit de 30% minimale. Il y a également un critère de budget minimum à respecter, c'est-à-dire que chaque PME doit, au minimum, investir à hauteur de 50 000 € dans le projet. Et donc percevoir un minimum de 25 000 € de soutien FEDER. En ce qui concerne le versement des aides, les PME vont recevoir 30% de l'aide de FEDER au démarrage du projet. Toujours en ce qui concerne ce soutien financier, comment est-ce qu'il sera calculé? Eh bien, c'est de façon simplifiée qu'il sera calculé, c'est-à-dire que vous aurez à déclarer des frais de personnel. Alors pour la Belgique, il va falloir déclarer un nombre d'heures et un salaire horaire, et c'est ce qui vous déterminera du coup le coût éligible de frais de personnel. Et vous devrez du coup justifier ce nombre d'heures par des feuilles de temps. Pour la France, il s'agit de préciser par personne le taux d'affectation au projet. Benjamin, je me permets, sauf si c'est moi, mais moi, j'ai pas les slides qui défilent, alors je ne sais pas si les Elle autres défile voient pas chez vous? De mon côté, non. Et vous? C'est OK. C'est OK. Ah, Chez moi, d'accord. ça fonctionne, ouais. Bon, OK, j'ai rien dit. bien, on continue. Merci. Donc toujours concernant ce soutien financier, les PME donc, pourront percevoir une subvention à hauteur des frais de personnel qui auront été déclarés et également un montant forfaitaire supplémentaire qui sera calculé donc en appliquant un taux de 40% à ces frais de personnel. Il n'y aura aucune charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de fournir d'éléments justifiant ce montant forfaitaire de 40% supplémentaire. Ikra, du coup, je te passe la parole. Oui. Bonjour à tous, je suis Ikra Aziz de la région Hauts-de-France. Donc, je vais expliquer le candidature au projet, comment vous allez soumettre votre candidature dans le cadre de ce projet. En fait, il y a certains documents qui doivent être remplis par vous et doivent être envoyés sur le email adresse qui est mentionné info@crossroads-frw2vl.eu. Donc, vous allez envoyer tous les documents qui sont nécessaires, obligatoires pour soumettre votre candidature. Et vous allez aussi mettre en boucle le point de contact de chaque PME qui est dans le projet. Par exemple, le PME dans le Luxembourg et non Enamer, ils vont mettre le point de contact de Wallonia Entreprendre en boucle quand vous allez envoyer le dossier de projet. Les PME dans la région Grand Est, département Marne et Ardennes, c'est Grand Innov Plus. Des PME de la région de France et la région de France, vous allez avoir tous les contacts à la fin de cette présentation. PME dans le Flandre oriental, c'est Pomme West-Vlaanderen. Et les PME qui sont dans la région Flandre occidentale, c'est Pomme Oost-Vlaanderen. Donc, c'est chaque candidat principal, par exemple, s'il y a deux entreprises, l'entreprise qui est chef de file de votre projet va envoyer le candidateur de projet à l'adresse suivante. Si vous allez nous envoyer votre candidature après 30 octobre, ce ne sera pas admissible. Donc, il faut envoyer jusqu'au 30 octobre, jusqu'à midi. C'est le date limitée, on peut dire.
Après, comme je l'ai mentionné, qu'il y a certains documents qui doivent être remplis par vous. Par exemple, tout d'abord, c'est dossier de candidature. Après, c'est test PME, test d'entreprise en difficulté. Et la dernière, c'est dernier compte annuel approuvé et adopté. Vous voyez le lien sur le slide ici où vous pouvez consulter tous les documents. Je peux aussi mettre ce lien dans notre chat que vous pouvez avoir le accès. Si on parle par rapport au dossier de projet, vous voyez, je ne sais pas si... Oui, oui, Si on on voit. parle par rapport au dossier de candidature, donc il y a certains points dans ce dossier qu'on a créé. Par exemple, vous allez donner l'information par rapport à votre partenaire de projet, vous allez expliquer les situations, le problème et quel est le motif de votre projet. Vous allez écrire en détail l'objectif de votre projet et quels sont les résultats expectés pour vous, les défis sociétaux, des activités de projet que vous allez faire, par exemple les délivrables, les activités dans votre projet, et côté financement. Ça dossier, ça a l'air comme ça. Bon, vous allez, je vais mettre le lien dans notre chat et vous allez avoir ce dossier-là. Et le deuxième formulaire qui doit être ajouté avec votre dossier de candidature, c'est test PME. En fait, c'est le test qui doit être fait avec chaque PME qui est votre partenaire, par exemple. Et la première étape, c'est le test PME qui doit être fait. C'est le self-assessment questionnaire, on peut dire. L'objectif de ce questionnaire est déterminer que votre entreprise identifiée comme PME, petite ou moyenne entreprise, au sein des recommandations de l'Union européenne. Donc, c'est très général, très simple. Vous allez mettre votre nom de société ici. Après, dans l'étape 3, vous allez donner l'information par rapport à votre activité économique et vous allez mettre votre donnée financière. Et après, vous allez commencer et à la fin, vous allez avoir un formulaire avec tous les résultats de votre situation. Et vous allez le télécharger et l'envoyer avec votre dossier de projet. Et la dernière test qui doit être fait par chaque PME qui participe dans le projet, c'est le test d'entreprise en difficulté. En fait, on a créé 3 versions, la version Flandre, version Wallonie et version Conseil que chaque PME peut le faire. Donc, l'objectif de ce test est simplement de vérifier que nous soutenons les entreprises healthy entreprises, qui on peut dire, pas les entreprises en difficulté. Et c'est très important, par exemple, c'est le programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen et vous allez recevoir le Fonds européen FIDER. Donc, il faut le faire avant, et il faut vérifier aussi par notre côté avant d'accepter votre projet. Et le test que nous avons mis au point, c'est assez général, on peut dire, et c'est appuyé sur les méthodes adaptées dans la Commission européenne. Dans ce test, il y a certaines, on peut dire, les questions où vous allez mettre votre information selon votre situation. Et ici, vous allez mettre votre chef d'affaires, on peut dire, par rapport à votre entreprise. Et à la fin, vous allez voir un pourcentage. Si le taux est plus que 50%, vous êtes identifié comme un healthy entreprise, pas une entreprise en difficulté. Et si le taux est moins de 50%, ça veut dire que vous êtes une entreprise en difficulté et malheureusement, vous n'allez pas recevoir le Fonds européen FIDER. Il y a 2 moyens de le faire, soit calculer l'entreprise en difficulté ou pas, avec toutes les sociétés à responsabilité limitée,
ou soit vous allez adapter de manière non constituée en société. Bon, c'est les 4 documents qui doivent être remplis par chaque PME, soit pas le dossier de candidature ou projet, c'est ensemble que vous allez faire avec votre partenaire, avec autre PME, mais le test de PME, Self-Assessment Questionnaire, et le test de PME en difficulté, ça doit être fait par chaque PME qui participe dans le projet. Bon, c'est tout par rapport au dossier de projet. Je donne la parole à ma collègue Mylène pour expliquer comment on va sélectionner des projets. Bien, bonjour à tous, Mylène Brul de Wallonie Entreprendre. Je prends juste le contrôle de la présentation. Voilà. Moi, je vais vous présenter la sélection des projets sur base de tout ce qui a été évoqué à l'instant. Donc, il y aura quelques petites redites, mais comme ça, vous verrez les différentes étapes. Donc, la première étape, c'est le comité de pilotage qui vérifie la recevabilité des candidatures de projets. Ensuite, un panel d'experts indépendants évalue le projet. Et enfin, le conseil d'administration priorise les projets et alloue les fonds. Je vais évidemment détailler tout cela. Mais la procédure est structurée de manière à ce que l'évaluation et la sélection des projets de coopération se fassent de manière indépendante. Donc les personnes impliquées dans le recrutement, le conseil et le soutien ne seront pas impliquées dans l'évaluation, étape 2, et l'attribution, étape 3. Alors, concernant la première phase, donc elle est réalisée par le comité de pilotage. Pour rappel, le comité de pilotage est composé d'un représentant de chaque partenaire, du chef de file et du responsable de la communication du projet Crossroads. Cette première étape consiste en une vérification basée sur les critères de recevabilité, dont ceux qui ont été cités précédemment. Donc, la demande est-elle complète et correctement présentée dans les délais prescrits, selon le formulaire type d'appel à projet, le cas échéant bilingue, etc. La présence d'au moins une PME wallonne-flamande et une PME française, donc de part et d'autre de la frontière franco-belge, localisée sur les territoires éligibles qui ont été cités par Stéphanie. Chaque organisation participante est une PME, donc la présence du test PME, le cas échéant d'une déclaration sur l'honneur pour des PME en lien avec le test. Le modèle financier respecte-t-il la part imposée d'un investissement privé égal à 50%, et aucune PME du projet n'est une entreprise en difficulté, tout comme ICRA l'a mentionné. Enfin, y a-t-il une participation d'au moins 30% de chaque PME dans un projet avec 2 PME pour les projets à partir de 3 partenaires, un pourcentage de minimum 30%. En cas de réponse négative à une de ces ou plusieurs de ces questions, la demande du projet sera déclarée comme irrecevable et donc ne pourra pas passer à l'étape suivante du comité d'experts, du panel d'experts, mais par contre peut, dans un appel à projet ultérieur, être réintroduit. Alors, la phase 2, donc le panel d'experts, c'est des experts transfrontaliers indépendants. Ce sera un expert par région qui sera désigné par thème. Ces experts évalueront d'abord les projets individuellement, puis les évaluations de chaque expert seront rassemblées et discutées au sein d'un panel d'experts afin d'aboutir à une évaluation commune. Concernant les critères, les niveaux de TRL ont été évoqués concernant la volonté de commercialisation. Le panel d'experts évaluera aussi le fait que le projet répond à un des 4 défis sociétaux. Est-ce qu'il existe un potentiel de marché? Est-ce que le projet présente un caractère innovant? Est-ce que le projet est réalisable dans les délais et les budgets prévus? Et est-ce que les objectifs énoncés sont réalistes et dits réalisables? Alors, sur cette base, le panel d'experts indépendants va qualifier de manière contraignante mais et éventuellement habilitante en 3 catégories. Go, qui veut dire que l'ensemble des critères sont rencontrés et le projet est prometteur. Go avec réserve, un critère ou un élément du projet pose question mais le projet est prometteur. Ou no go, les critères ne sont pas rencontrés de manière satisfaisante. Alors, le cas échéant, le panel d'experts peut ajouter des commentaires par projet pour recommander des changements sur la proposition du projet. L'ajout de commentaires est obligatoire pour les projets qui ont reçu un Go avec réserve.
Ceux qui ont reçu un no-go recevront une justification, également pour pouvoir améliorer la candidature dans le cas d'un appel ultérieur. Et lorsqu'un projet est étiqueté Go avec réserve, ça veut dire que il va recevoir une recommandation à laquelle il doit se conformer et qui auront une portée limitée à la mise en œuvre du projet. Si c'est des changements trop importants ou fondamentaux, c'est considéré comme alors un no-go. Alors, l'attribution effective des projets est effectuée dans la troisième étape par le conseil d'administration. Sur la base des classifications de projets, seuls les projets ayant obtenu un Go avec ou sans réserve peuvent être soutenus, suite à la prise en compte des remarques établies, le cas échéant par le panel d'experts. Le conseil d'administration déterminera quels projets pourront recevoir une subvention. Cette attribution de subvention tiendra compte du budget disponible pour l'appel concerné et les critères de sélection. Les critères de sélection sont ceux que vous voyez à l'écran, donc la plus-value transfrontalière, à savoir dans quelle mesure les résultats du projet ont un impact positif sur la région frontalière, transfrontalière. Quel est le potentiel de coopération à long terme entre les PME des différentes régions? Le lien avec les défis sociaux et sociétaux communs des régions concernées. Quelle est l'importance du lien avec la stratégie S3 des régions concernées? Quelle est l'importance du défi sociétal spécifique sélectionné par l'économie des régions concernées? Et les résultats attendus du projet peuvent-ils être mis en relation avec des initiatives ou des projets existants? Les projets multirégionaux, donc plus de 2 des 4 régions participantes, seront privilégiés pour l'obtention d'une subvention par rapport à des projets de qualité égale. Par contre, attention, la qualité de la demande, le potentiel d'innovation, la réponse aux défis sociétaux et la valeur ajoutée transfrontalière ou le lien avec la S3 primeront sur le nombre de participants et la multirégionalité. Chaque attribution est motivée par le conseil d'administration. Une explication est également préparée pour les projets qui n'ont pas été acceptés, idem dans l'objectif de proposer de l'aide pour une candidature ultérieure. Ici, vous voyez à l'écran l'ensemble des étapes que je vous ai citées, avec à chaque fois les différentes options possibles. Alors, le projet, après avoir reçu l'approbation du comité d'administration, ne peut commencer qu'après que chaque PME participante ait signé la convention de coopération. Cette convention de coopération résume les principales obligations des PME et elle est signée par chaque PME participante, ainsi que par le partenaire Crossroad, agissant en tant que point de contact unique, donc PCU, c'est quelque chose que vous entendrez de temps en temps, PCU, et par POM West-Vlaanderen en tant que chef de file du projet Crossroad. Donc, le PCU du projet Crossroad est responsable du suivi opérationnel et financier des projets. Par défaut, le PCU d'un projet PME est attribué aux partenaires de la même région que le demandeur principal du projet. À l'exception de la réunion de lancement organisée par le PCU, il y a au moins 3 moments de réunion avec le PCU au cours du projet PME, pour l'évaluation et la possibilité d'ajuster en cours de projet. Le demandeur principal prend l'initiative d'organiser ces réunions intermédiaires. Toutes les PME participantes au projet assistent aux réunions de lancement et intermédiaires. Une réunion intermédiaire peut et doit de préférence être organisée à l'occasion d'une étape importante du projet. Donc ça peut être par exemple au début d'un test, à la fin d'un projet, etc. Ou en cas de problème éventuel sur la planification ou les résultats. Tous les 6 mois, le demandeur principal va fournir un rapport au PCU. On vous enverra un modèle et donc le rapport contient un rapport commun sur le contenu et les réalisations transfrontalières, un rapport financier pour chaque PME, avec des copies de pièces justificatives. Concernant le versement, il a été cité précédemment, mais donc c'est une avance de 30% du montant total qui sera versé au PME. Après approbation des coûts, le partenaire verse le pourcentage de soutien sur la base des coûts encourus et approuvé par le projet. Le délai est de 6 mois maximum après la déclaration des coûts pour la transmission suivant la transmission des dépenses. En cas de non-respect des délais de réalisation du projet, les partenaires du projet Crossroads seront en droit de réclamer un remboursement total ou partiel de l'avance des 30%, et ce, proportionnellement au taux de réalisation du projet. Toujours à propos du contrôle, toutes les conditions sont contraignantes et sont soumises au contrôle du programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen.
En cas de non-respect de ces conditions, le projet Crossroads peut procéder à la récupération de tout ou en partie l'aide concernée, ainsi qu'à la suspension de toute nouvelle aide. La PME qui participe au projet doit mettre en place une comptabilité analytique permettant d'établir les comptes durant toute la durée de vie, et les demandes d'accès aux preuves comptables sont autorisées jusqu'en 2034. Enfin, concernant la durée de vie du projet, c'est maximum 2 ans, comme ça a été évoqué, mais le cas échéant, les projets peuvent, initialement prévus pour une durée inférieure à 2 ans, peuvent demander une prolongation jusqu'à 2 ans. Voilà, et ça sera approuvé au niveau du comité de pilotage. Voici l'équipe francophone qui a été mentionnée. Donc, si jamais vous avez besoin de contact, n'hésitez pas. Vous avez toutes nos coordonnées ici. Et désormais, si vous avez des questions, on est disponible. Merci à tous pour cette présentation. Donc, ça reste encore les questions et les réponses. J'ai vu qu'il y en a déjà quelques questions qui ont déjà été répondues. Donc, la présentation va être vous transférée après cette webinaire. Et le second appel à projet sera en mars. Après, on avait eu une question sur le processus d'innovation. J'ai vu que le collègue Benjamin a déjà répondu, peut-être plus sur ça. Benjamin, je veux dire que si vous avez une idée, il va être important, intéressant de contacter votre propre point de contact local, et comme ça, vous pouvez contrôler si votre idée est bien possible dans le cadre de ce projet. Je ne sais pas, Benjamin, si vous voulez ajouter encore une petite chose. Non, enfin, comme ici, moi, j'ai pas suffisamment de détails là pour pouvoir répondre de façon plus détaillée, mais il faut pas hésiter à nous contacter, hein. Oui. Monsieur Jerkens. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres questions participantes. Il y a une question qui vient d'être posée par Anthony Baudier. Est-ce que les projets de nature digitale sont éligibles? Tu veux que je réponde, Wouter? Oui, tu peux bien. Ouais, bien sûr. Alors, il n'y a pas de technologie qui est ciblée par l'appel à projet. Ce sont plutôt des domaines ou des impacts qui sont ciblés. Le numérique peut tout à fait concourir à l'amélioration des performances d'un produit ou d'un service qui s'inscrit dans l'économie circulaire, par exemple. Oui, mais il faut qu'il s'inscrive dans les thématiques S3, les territoires participant à l'appel à projet. Je vois qu'il y a encore, merci Benjamin, je vois qu'il y a encore une autre question. Est-ce que la formule pour le calcul de 30% sera disponible pour s'assurer que c'est compris et ne pas être retoqué à cause de cela? Donc oui, il va être l'Excel qui est sensible, va montrer, mais je pense, ce qui est important aussi pendant votre, quand tu construis votre projet, de contacter, de prendre contact avec les points de contact, et comme ça, ils peuvent vous aider avec toutes ces questions et assurer que tout est complet. Et c'est aussi une Je ne vois pas pour le moment d'autres questions. J'attends encore. Il y a Oui. une question de Renaud en ligne. Les frais personnels sont-ils éligibles pour un dirigeant de PME qui perçoit un salaire régulier? Alors, s'il s'agit d'un salaire,
c'est éligible, hein. Si vous êtes salarié de la PME, il y a aucun souci. Je ne sais pas si tu vois aussi la nouvelle question de Pierre-Olivier. Oui. Est-ce que les deux partenaires, donc formant le partenariat, doivent être dans l'innovation? Ou est-ce la globalité du partenariat qui peut être innovant? Je ne sais pas, est-ce que... Alors, l'innovation, hein, elle va se juger au niveau du projet. C'est le projet qui est jugé innovant, différent par rapport à ce qui existe sur le marché. Après, chaque partenaire a des compétences, des ressources qui concourent à ce projet d'innovation. Chacun a sa spécificité. Ce qui confirme que les deux partenaires ne sont pas dans l'obligation d'être forcément dans l'innovation, en fait. C'est vraiment plutôt la spécificité du projet en soi et de la collaboration. Je vois Et encore alors, une autre, le dirigeant a une statut d'indépendant. ouais, c'est Renaud qui précise, je pense, sa situation. Un statut d'indépendant, il faudra qu'on voit ce que ça veut dire indépendant. Est-ce que c'est un salaire ou une rémunération que vous percevez? Et à ce moment-là, il faudra qu'on vérifie si on peut prendre en compte la rémunération. C'est votre cas. Je vois dans le chat, il y a aussi encore quelques questions. Parmi les participants du projet, peut-il avoir un co-demandeur? Donc, entre les deux parties, l'entreprise en français et l'autre transfrontalier. Je ne sais pas, peut-être Milan, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Donc, il faut qu'il y ait un demandeur principal. Mais je ne suis pas sûr de comprendre la deuxième part de la question, en fait. En plus des deux parties, l'entreprise en France et l'autre transfrontalière, je ne sais pas si on peut un peu préciser cette partie-là, ou si quelqu'un la comprend mieux. Oui, peut-être si ces personnes peuvent élaborer un peu sur cette question. Oui, il peut y avoir trois parties, si c'est ça la question. Du moment qu'il y a de part et d'autre de la frontière, donc une entreprise soit wallonne, soit flamande, et une entreprise française, ça peut être deux d'une part et une de l'autre, si c'est ça qui est demandé. Oui, c'est ça. Et je pense aussi, ce qui est important, c'est, même s'il y a 3 ou plusieurs parties, que tous les parties qui reçoivent des ressources directement de Crossroads, ils sont, allez, ils sont situés dans la région d'Intrek. Donc, il ne peut pas être des parties en or, comme spécifié aussi. S'il y a des parties en dehors du région, ça, ce sont des sous-traitants. Et c'est ça qui est considéré comme de la multirégionalité s'il y a plus de participants. Je vais regarder, je pense qu'il y a... Alors, il y a une autre question qui concerne la date du prochain appel à projet, puisqu'effectivement, il y en aura 6 tout au long du programme Crossroads. Donc, le prochain est prévu en mars 2025. Et il y aura une fréquence générale de 2 par an environ. Oui, c'est ça. Toujours Et la date précise sera envoyée ultérieurement, évidemment. Et donc jusqu'à 2027. Ikra, je ne sais pas si tu peux répondre aux prochaines questions. C'est bonjour, en ce qui concerne le produit innovant, est-ce que le volant propriétaire et intellectuel doit être bouclé entre les partenaires lors de l'introduction du projet? Je pense oui. Donc, ouais. Donc, si c'est parti du question du candidature.
Oui. Mais bien sûr, s'il y a des choses que s'il y a des choses que tu penses c'est mieux de régler pendant le projet, tu peux le faire, mais je pense notre avis sera de régler tout ça avant le projet, qu'il soit clair pour tous les partenaires. Et donc, aussi pour cette chose, tu veux bien contacter les contacts propres de votre région. Oui, avoir d'aide sur ça. Pour préciser encore, hein, dans le dossier qui est à compléter, il y a effectivement une partie qui concerne la propriété intellectuelle qui est à décrire, c'est-à-dire qu'il faut préciser ce qui est prévu, imaginé comme répartition de la propriété intellectuelle, comme stratégie au final d'accès au marché entre les partenaires du projet. Il n'est pas précisé pour l'instant, par contre, s'il est nécessaire de fournir un accord de consortium, si c'est là la question qui est posée. Exactement, c'est pas une nécessité, ça dépend du partenaire. Mais je pense notre avis c'est mieux de régler avant le projet, mais c'est pas une Obligation. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Il y a encore une autre question. La sous-traitance, par exemple, développement d'un outil informatique par un prestataire extérieur, est-elle éligible? Pas encore qui... Alors, le budget par entreprise est calculé de la façon suivante. Ce sont des dépenses de personnel qui sont prises en compte, auxquelles vous ajoutez donc 40% de dépenses supplémentaires. Ce que vous faites de ce supplément, je dirais, vous regarde. Il n'y a pas de charge de la preuve, c'est-à-dire que vous n'avez pas à transmettre au final cette facture du prestataire extérieur. Et typiquement, les grandes entreprises et les institutions de recherche peuvent être prises comme des sous-traitants. Oui. Il n'y a pas besoin, en tout cas, de montrer de facture. Ça peut être intéressant de citer le prestataire auquel vous avez recours, parce qu'il aura une expertise particulière et que ça consolidera l'ensemble du projet. Mais il n'y a pas besoin de fournir, en tout cas, la preuve de ces charges. Mais c'est vous-même qui percevrez le financement, du coup, pas le prestataire extérieur. Ouais. Oui, je pense qu'on a répondu à toutes les questions posées. Je pense qu'on peut clôturer ici le webinaire. Je vous remercie de votre présence et les prestataires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre propre contact dans votre région. Merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Très bonne Merci. journée. Merci. Au revoir.